Bonjour Ludovic. Bonjour Julien. Ça se passe bien le confinement? Bah ouais, plutôt pas mal. Écoute, on commence à avoir l'habitude, hein. Maintenant, c'est le deuxième, donc on a les bons réflexes déjà. Bon, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup déjà de répondre présent sur ce podcast. Donc, je remets les choses un petit peu dans le contexte. Donc, tu es intervenu lors de notre point lab le 18 septembre et donc on t'a sollicité pour faire ce podcast. Donc, je vais faire une brève présentation d'Astrakhan. Donc, on est un pôle, enfin, on est une société de conseil avec un pôle digital, avec toute une partie réalité mixte et virtuelle, une partie aussi IA, IoT, blockchain. On travaille beaucoup aussi sur l'architecture et la data également. On est aussi sur l'API management. Et pour finir, on a un pôle agilité et innovation managériale dans lequel je suis rattaché et également sur la partie en transverse, sur la partie ressources humaines d'entreprise. Je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Ludovic Giraudon. Je dirais que pour mon parcours, pour le résumer, en fait, je le résumerai autour de deux passions professionnelles que je peux avoir, que sont l'entrepreneuriat et le management. L'entrepreneuriat, parce que j'ai monté ma première entreprise en 2011, qui est un média en ligne pour découvrir le Paris insolite et secret, qui s'appelle Paris Zigzag, et que j'ai revendu en 2016. Et depuis, j'ai rejoint une autre incroyable aventure qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui est une association qui accompagne des fondateurs et des fondatrices d'entreprises, donc des entrepreneurs. Et en parallèle de ça, donc, ma passion pour le management, elle vient de mon intérêt pour les sujets humains au sein de l'entreprise. Et j'ai ces dernières années développé mon expertise sur le sujet. Et plus récemment, il y a à peu près un an, sorti un livre qui s'appelle Dream Team. OK. Alors d'ailleurs, ce livre, Dream Team, donc c'est pour cette occasion que tu étais intervenu lors de notre point lab. Euh, c'est un mélange de management et aussi du coup de bonnes pratiques. Euh, Ton expérience de management avant l'écriture, elle se situait où? En fait, je commencerai plutôt peut-être par parler de ma casquette de collaborateur au début de mon parcours, où du coup j'ai été plutôt l'observateur en fait des pratiques managériales que j'ai trouvé finalement à un niveau pas toujours très homogène. Et c'est vrai que du coup quand je me suis retrouvé moi-même en position de manager, je me suis rendu compte à quel point c'était dur aussi de manager. Ça peut être ingrat, on peut se sentir seul, on ne sait pas trop par quel bout prendre la chose. C'est vrai qu'en plus, on ne nous a jamais appris vraiment à manager. Moi, j'ai fait une école de management en termes d'études, mais en fait, on ne m'a jamais parlé de management d'équipe. Donc, on se retrouve un peu livré à soi-même. Et en plus, dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est un peu double peine parce qu'il faut à la fois sortir de terre un projet et puis fédérer une équipe autour de ce nouveau projet qui n'existait pas il y a seulement quelques mois avant. Donc en fait, au final, c'est ça qui m'a aussi donné l'envie d'écrire ce livre. J'ai en quelque sorte écrit le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre en tant que manager quand j'ai fait mes premiers pas ou même pour me perfectionner. Ok, d'accord. Et du coup, comment tu as construit ce livre? J'imagine que tu as pris des bonnes pratiques à droite et à gauche, mais est-ce que tu t'es inspiré aussi de d'autres ouvrages sur le management? Et puis aussi, pourquoi Dream Team du coup? Il y a un lien avec le basket? Ouais, alors sur ta première partie de question, donc en fait, je ne voulais pas que ce soit un livre de grands gourous du management. J'en ai lu quelques-uns, et je ne vais pas les citer en termes de référence, je vais en citer d'autres. Mais c'est vrai que le management, c'est un sujet humain. Voilà, c'est pas une science exacte, c'est pas du 1 + 1 égale 2. Donc en fait, on peut tous avoir des visions très différentes du sujet. Donc j'avais pas spécialement envie d'arriver avec ma simple version et vision du sujet. Et c'est pour ça que je suis allé à la rencontre de plusieurs centaines de managers et DRH, à peu près 450, qui m'ont partagé leurs meilleures pratiques à eux pour recruter, mais surtout fidéliser leur équipe et avoir l'équipe la plus engagée possible. Pour ce qui est des sources d'inspiration de livres, disons que j'ai envie de te citer trois titres, des livres qui à la fois que j'ai trouvé intéressants, qui m'ont inspiré dans le cadre de l'écriture de Dream Team, ou tout simplement des livres que j'ai trouvé pertinents sur ces sujets d'engagement des équipes. Il y a Start with Why de Simon Sinek, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, et puis Les responsables porteurs de sens de Vincent Lénart. Et concernant le titre, Dream Team, c'est effectivement un clin d'œil appuyé à l'équipe de basket des années 90 menée à l'époque par Jordan. Moi, j'avais 9 ans en 92 lors des JO de Barcelone, qui est un peu l'âge d'or de cette équipe qui donc a écrasé toute la compétition.
Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai retenu comme titre, au-delà de mon souvenir d'enfance? C'est que ce que je trouve super intéressant, c'est cette notion d'avoir des superstars, extraordinaires joueurs individuellement, c'est-à-dire que quand on les regarde de façon isolée, ils sont incroyables, mais que quand ils sont réunis sur un terrain, en fait, le fait d'être collectivement réunis ensemble dans un même espace, bah, ils deviennent encore meilleurs individuellement. Et en fait, le collectif les tire vers le haut et on a en quelque sorte, si je résumerais ça, par du 1 plus 1 égale 3. Donc voilà un peu pourquoi l'origine du titre Dream Team, bien vu. C'est bien, bel et bien, je vois ta patte de sportif qui a reconnu le clin d'œil au monde du sport. Dans ton livre aussi, donc il y a la partie, Dream, donc c'est déjà un début de méthode, pour les gens qui vont regarder, ce podcast. Tu peux nous en parler un peu plus? Dream, ouais, c'est effectivement un clin d'œil évidemment au titre du livre, Dream Team. Et c'est en fait dans le livre une méthode que je déploie pour s'assurer de réunir l'ensemble des éléments indispensables pour avoir l'équipe la plus engagée possible. En fait, au travers des centaines d'échanges que j'ai pu faire, je me suis rendu compte qu'il y avait systématiquement 5 grands éléments à réunir autour d'un collaborateur pour qu'il soit le plus engagé possible. Et pour faciliter leur mémorisation, je les ai réunis autour de un mot, le mot Dream. Puisque en fait, les 5 lettres D-R-E-A-M de ce mot sont les initiales de ces 5 piliers. Tu as le D de direction, comment est-ce que je donne du sens, le R de reconnaissance, comment est-ce que je les valorise, le E d'environnement social, comment est-ce que je m'assure d'avoir la meilleure ambiance de travail possible, le A d'autonomie, comment est-ce que je m'assure que chacun soit responsabilisé à son juste niveau, et le M de monter en compétence, comment est-ce que je m'assure que mon collaborateur continue à apprendre un peu chaque jour. OK. En parlant de sens, dans la première lettre, de direction, la quête de sens, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que tu proposes de manière très large, pour les gens qui n'ont pas encore lu, ton livre? Alors c'est vrai que la quête de sens, ça devient un besoin de plus en plus prioritaire de la part des collaborateurs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder les plus jeunes générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Et pour elles, les études montrent que c'est encore plus important en termes de priorisation parmi les 5 piliers. C'est l'un des premiers qui remonte. Et c'est vrai que moi, je pars du principe qu'une entreprise qui n'aura pas suffisamment pris cela en compte vis-à-vis de ses talents, c'est une entreprise qui, je pense, dans 5-10 ans, n'existera plus, tout simplement parce que, pour une raison assez pragmatique, qui sera le fait de ne plus réussir à recruter des talents. Parce que les talents de demain, ce sera encore plus vrai que les talents d'aujourd'hui. Ils ont besoin effectivement de comprendre pourquoi est-ce qu'ils se lèvent chaque matin. Et moi, ce que je propose, c'est, alors, il y a un grand sujet qui est la mission de l'entreprise, donc sa raison d'être, pourquoi est-ce qu'elle existe, au-delà de faire seulement du chiffre d'affaires et d'être rentable. En fait, c'est à quel grand projet global elle contribue. Ça, c'est de plus en plus travaillé au sein des entreprises. Et donc, moi, j'invite en fait tous les managers qui nous écoutent à, en atelier avec leurs équipes, à reprendre cette mission d'entreprise, puisque dans la plupart des cas, elle est définie, de partager ensemble cette mission, d'en discuter, de faire réagir les collaborateurs pour que chacun puisse se l'approprier. Et il y a un deuxième exercice que je recommande à faire, parce que souvent la mission de l'entreprise, elle peut paraître un peu déconnectée du quotidien du collaborateur. Et donc, il ne peut pas toujours s'y retrouver. Et donc, du coup, en termes d'outils porteurs de sens, c'est peut-être moins efficace. Donc, moi, je recommande de faire ce même exercice, mais pas à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle de l'équipe. Et collectivement, faire un atelier avec son équipe en se disant, OK, finalement, voilà la mission d'entreprise, mais quelle est notre mission, notre raison d'être au sein de l'équipe? À quoi est-ce qu'on sert? Et comment est-ce qu'on impacte positivement la mission globale de l'entreprise? Et ça, voilà, je trouve que c'est un atelier très intéressant à faire qui permet derrière aux collaborateurs d'être plus alignés, de mieux comprendre, encore une fois, ce pourquoi est-ce qu'il fait les choses. L'idée, c'est de l'aider à prendre de la hauteur par rapport à sa fiche de poste et à ses missions du quotidien pour qu'il comprenne véritablement, encore une fois, dans quel grand projet est-ce qu'il s'inscrit. Mmh. Je vois. Donc vraiment intégrer, déjà tout l'objectif de l'entreprise à chaque strate et aussi, un petit peu intégrer tous les collaborateurs, et comprendre aussi leur propre sens dans une entreprise, si c'est ça que tu veux dire? C'est ça, exactement. OK. Autre terme, beaucoup utilisé ces derniers temps, la bienveillance, un peu galvaudé également, comme l'agilité. Ton avis, là-dessus sur la bienveillance? C'est vrai que c'est un mot qu'on voit partout maintenant, et notamment autour du management, le management bienveillant. Et en fait, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est évidemment un terme très noble,
Cependant, voilà, faut pas en oublier le véritable sens et voir que c'est un peu une sorte de mot miroir. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est pas uniquement dire quand tout va bien et être gentil avec les autres, c'est aussi quand ça va pas, être capable de faire preuve d'un certain courage et de se dire les choses de manière assez directe, franche, pour faire avancer les choses et pour aider l'autre. Et je pense que c'est ça parfois qui est un peu oublié dans la notion de bienveillance et qui peut en faire un terme galvaudé, c'est que c'est un peu trop le monde des bisounours, alors qu'en fait, la réalité, c'est uniquement d'être capable de se dire franchement les choses, qu'elles soient positives ou un peu moins positives. En parlant d'agilité, terme galvaudé, tu commences ton livre par le manifeste. Alors, en fait, dans l'agilité, il y a le manifeste agile qui a été, comment dire, mis en place dans les années 90. Est-ce que tu as volontairement voulu mettre un lien là-dessus? Alors, il n'y a pas de lien direct avec le manifeste de l'agilité. J'y ai pas pensé, mais la logique est la même. C'est-à-dire que un manifeste, c'est là pour poser des idées et poser une sorte de vision, d'idées autour d'un sujet donné. Et c'est vrai que ça me semblait important de commencer le livre par on va dire, un préambule comme celui-ci, parce que, encore une fois, le sujet du management étant tellement vaste, tellement, voilà, encore une fois, on est sur de l'émotion, de l'affect, c'est un sujet qui est très complexe, beaucoup aussi d'émotionnel autour de ce sujet-là. Et donc, chacun peut avoir, comme ce n'est pas une science exacte, un peu sa vision des choses. Ce n'est pas une équation unique à résoudre et tout le monde est d'accord sur le résultat final. Donc, ça me paraissait important pour que les lecteurs en fait, comprennent la suite des conseils et l'état d'esprit dans lequel je suis et ma vision du management et du monde de l'entreprise tel que dans un monde idéal il devrait être. Ça me paraissait important de poser les bases pour qu'ensuite le lecteur puisse mieux comprendre dans quel cadre en fait j'ai écrit ce livre et comment utiliser de manière la plus pertinente possible ces conseils-là. Autre terme beaucoup utilisé dans ton livre et puis même en t'écoutant, c'est le courage managérial. Euh, Encore une fois, pour les gens qui n'ont pas encore lu ton livre, qu'est-ce que tu veux dire par là, par le courage managérial? C'est vrai que le courage managérial, c'est aussi un vaste sujet et je trouve il en manque suffisamment, enfin, il en manque vraiment dans les entreprises. Et d'ailleurs, souvent on parle de courage managérial, mais on ne parle pas assez aussi, je trouve, du courage des collaborateurs. Parce que voilà, moi je pars du principe qu'une relation, ça se fait à deux. Et souvent on charge la mule du manager, et voilà, on lui balance beaucoup de choses sur les épaules, alors que finalement le collaborateur, il a aussi une vraie responsabilité dans cette affaire. Donc je dirais que c'est plus un courage global du courage managérial ou du collaborateur, c'est de, encore une fois, remonter quand ça ne va pas, savoir dire non. C'est voilà, être capable de prendre des décisions difficiles, de trancher, d'assumer des décisions difficiles, de se séparer de quelqu'un, de dire des choses, de recadrer un collaborateur qui pose problème. Voilà, pour moi, c'est tout ça en fait le courage managérial. Et côté collaborateur, c'est aussi le courage de partager ses frustrations avec son manager, le courage de lui faire des retours, et en fait, bien souvent, les problèmes de management viennent d'un problème de communication. Et ce manque de communication, il vient souvent d'un manque de courage parce que c'est plus facile de laisser les problèmes sous le tapis en se disant, bon, je vais faire voilà, comme si ce problème n'existait pas et donc ça va arranger les choses. En fait, en général, ce n'est pas le cas. Dans 95% des cas, ce problème, il s'amplifie avec le temps. Donc voilà, je pense que c'est vraiment essentiel, même si c'est difficile sur le moment. C'est un peu comme une rupture amoureuse, hein. Ça ne fait jamais plaisir, mais laisser traîner quelque chose qui ne fonctionne pas, dans le temps, en fait, ça fait plus de ravages. Donc voilà, c'est difficile à faire, mais il faut le faire. Pour moi, c'est ça le courage managérial ou du côté du collaborateur, en tout cas, le courage en entreprise. Alors, du coup, pour un petit peu clôturer cette petite partie, euh, globalement, c'est quoi le pire manager que tu puisses décrire? C'est difficile à décrire en quelques phrases, mais je dirais qu'en fait, pour moi, hein, sans tomber dans le sketch du bon et du mauvais chasseur, des inconnus que certains peut-être connaissent, pour moi, ce qui fait vraiment la différence entre le bon et le mauvais manager, c'est vraiment le manager qui a compris qu'il était au service de son équipe et que ce n'était pas l'inverse. Ce n'est pas son équipe qui était à son service. Historiquement, la position du manager, c'était plutôt celle-là, hein, en France notamment, où on a un rapport à la hiérarchie qui est assez fort. Voilà, le manager, c'était celui qui était au-dessus de l'équipe et celui qui disait quoi faire et comment le faire. Et en fait, pour moi, on est en train de dériver vers un autre mode managérial qui est
ce que j'appellerais le bon manager, en tout cas le manager de 2020 et de 2021 et du futur. C'est le manager donc, qui est en capacité d'accompagner son équipe et qui a compris qu'il était vraiment au service de son équipe et non pas l'inverse. Alors du coup, je fais une petite aparté sur, notre contexte à Astrakhan. Donc, forcément moi, en étant sportif, ou ancien sportif de haut niveau, et je me suis forcément aussi, formé, à la préparation mentale. J'ai une sensibilité là-dessus, donc, je monte en compétence là-dessus et aujourd'hui avec le contexte de l'entreprise, on essaie d'intégrer de la préparation mentale, notamment via d'ailleurs notre communauté, Agile People, qui est donc, la partie, RH. Et alors, vu comment j'aborde les choses, c'est un petit peu euh, développer les soft skills des individus ou même des managers, enfin de toute personne euh, qui travaille dans une entreprise. Et finalement, développer soft skills, ça veut dire aussi les transformer un petit peu en A-player. D'ailleurs, je permets de rebondir là-dessus. Tu parles dans ton livre de A-player. Alors du coup, qu'est-ce qu'un A-player? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des exemples? Parce que finalement, on pourrait penser qu'un A-player, c'est finalement la personne qui sort de HEC ou d'une grande école, qui réussit tout, qui n'a aucun échec. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, un A-player? Alors le A-player, donc c'est une expression anglo-saxonne qui vise effectivement à définir voilà, un peu les superstars de son équipe, ceux qui surperforment. Mais en fait, je dirais qu'il y a trois caractéristiques au A-player. La première, c'est que je dirais qu'il est à la fois Saint-Bernard, couteau suisse et poil à gratter. Saint-Bernard, parce que ça doit être quelqu'un qui doit être capable d'être au service des autres, qui doit être en capacité d'être généreux aussi, et de ne pas se regarder le nombril, mais de justement, par son empathie, son écoute, d'observer des situations dans lesquelles il peut avoir de l'impact et les repérer et apporter son aide quand c'est nécessaire. Euh, Deux, couteaux suisses, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit savoir faire beaucoup de choses, de sortir aussi de son périmètre, de mettre les mains dans le cambouis quand il le faut. Et trois, c'est poil à gratter. C'est quelqu'un qui, justement, on parlait de courage, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de l'ouvrir dans certaines situations. Quand certains le pensent très fort ou le disent très bas, voilà, le player, lui, va le dire un peu tout haut, pas pour casser telle ou telle personne, mais il va le dire de manière constructive pour faire avancer les choses. Donc, il va être un peu ce poil à gratter qui challengera certaines pratiques de l'entreprise, certaines manières de faire ou de voir les choses, et en vue de les faire avancer. Donc, je dirais, voilà, pour moi, c'est le Saint-Bernard, un mix de couteau suisse et de poil à gratter. Alors, pour poursuivre, tu parles dans ton livre de prime à l'échec. Moi, j'ai adoré le concept. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, notamment pour les personnes qui vont regarder notre podcast? Oui, alors en fait, la prime à l'échec, c'est une pratique que j'ai vue mise en place dans une entreprise dont j'ai croisé la route, où c'est assez intéressant. C'est vraiment dans une logique de valoriser l'échec, de inciter les collaborateurs en fait à tenter de nouvelles choses. Et voilà, donc qui dit tenter dit parfois échouer. Et donc en fait, eux ont mis quelque chose ils ont mis en place une pratique qui est vraiment assez radicale finalement, qui est de récompenser les collaborateurs, non pas au nombre de succès, mais au nombre d'échecs. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au final, ceux qui sont récompensés dans le cadre de cette pratique sont ceux, en fait, qui au final ont certes le plus grand nombre d'échecs, mais qui ont aussi le plus grand nombre de succès, parce que ce sont les quelques collaborateurs dans l'équipe ou dans l'entreprise qui tentent le plus de choses, quitte à se planter. Et voilà, c'est vraiment dans cette entreprise la culture de justement l'entrepreneuriat, de tenter des choses, de sortir du cadre, d'innovation, sont voilà, des valeurs très fortes pour elle. Et c'est une manière que j'ai trouvé assez intéressante, certes radicale, mais intéressante pour valoriser justement l'échec. Alors, d'ailleurs, sur cette partie-là, forcément, tu cites Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nous, en fait, au judo, on a une autre phrase un peu similaire, un peu dans le même principe, qui est on ne mesure pas la valeur d'un homme au nombre de fois où il tombe, mais au nombre de fois où il se relève. D'ailleurs, dans la partie prime à l'échec, il y a une notion très importante, c'est un peu une espèce de feedback, finalement, de retour, que tu appelles un post-mortem. Euh, Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, parce que c'est vrai qu'un échec pour un échec, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important, c'est finalement qu'est-ce qu'on retire comme expérience de cet échec
et voilà, qu'est-ce qu'on en apprend pour demain en faire un succès. Et le concept du post-mortem, c'est systématiquement, après un projet, un événement, voilà, quelque chose de significatif pour l'entreprise, pour lequel voilà, les collaborateurs ont été très engagés, c'est systématiquement de faire un post-mortem, que ce soit d'ailleurs un succès ou un échec. Et l'idée, c'est de se réunir autour de la table, toutes les parties prenantes du projet, et de se dire, OK, qu'est-ce qui a cartonné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et comment est-ce qu'on s'assure pour le prochain projet que ce qui a cartonné, on le maintienne et au contraire même qu'on l'amplifie. Et à l'inverse, ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour améliorer certaines choses. Donc c'est vraiment ça le post-mortem, c'est une logique d'amélioration continue. On se sert de n'importe quelle expérience pour améliorer son futur. Donc en fait, le manager mentor tel que je l'évoque dans Dream Team, c'est surtout pour l'évolution en fait, des managers. Souvent, il y a un travers assez classique en France qui consiste à faire évoluer le meilleur expert de son domaine en manager. Donc typiquement, le meilleur commercial va évoluer en directeur commercial. Sauf que, en fait, pour être directeur commercial, les compétences demandées ne sont pas du tout les mêmes que celles pour être commercial. Pour vendre, ce n'est pas nécessairement la même chose que pour fédérer, encourager, développer une équipe. Et ça, c'est un travers classique et qui est assez dommageable parce que c'est un peu double peine pour les entreprises parce qu'au final, elles se privent de leur meilleur commercial et elles se privent aussi d'un bon manager puisqu'au final, à la tête de leurs équipes commerciales, elles auront quelqu'un qui n'est pas nécessairement fait pour ça. Et en fait, ce n'est pas grave, il faut juste accepter que tout le monde n'est pas fait pour devenir manager. Et quand je parle de manager mentor, c'est plutôt ça, c'est quand on veut faire évoluer un collaborateur au poste de manager, c'est qu'il rencontre d'autres managers plus expérimentés, donc des managers mentors, pour justement échanger avec lui sur réellement qu'est-ce que ça veut dire être manager, qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que manager, quelles sont les compétences demandées, quels sont les pièges à éviter, qu'est-ce qui est fabuleux dans ce métier-là et qu'est-ce qui est très dur. Et au travers de ces échanges et de partage d'expérience, ça permettra peut-être au collaborateur qui est sur le point d'évoluer, de confirmer son souhait d'évolution ou au contraire de se dire non, en fait, je sens que ce n'est pas fait pour moi, donc je vais rester à mon poste, c'est là où je suis le meilleur, et puis je réfléchirai à d'autres évolutions par la suite, par d'autres biais. Bien, tu parles aussi dans ton livre de recrutement et de onboarding à distance. Forcément, au vu de la situation, avec le confinement, le Covid, etc., tout se fait de plus en plus à distance. Tu peux nous parler un peu plus de ton édition augmentée sur tout ce qui est la partie à distance? Alors c'est vrai que le livre est sorti fin 2019, donc bien avant la crise du Covid, en tout cas quelques mois avant, et en tout cas plusieurs mois avant le premier confinement. Et c'est vrai que j'avais pris le parti de ne pas nécessairement trop développer ce côté travail à distance dans ce premier livre. Mais au vu du premier confinement, j'ai retravaillé un peu le livre pour en effet ajouter du contenu spécifiquement sur le sujet du management à distance. Comment est-ce qu'on arrive à animer une équipe malgré la distance et effectivement à recruter et à accueillir de nouveaux collaborateurs malgré la distance. Et en fait, ma vision des choses sur le management à distance, c'est qu'il ne faut jamais oublier que manager à distance, ça reste manager, mais que la vraie différence entre les deux, c'est que tout est exacerbé. Avec les besoins fondamentaux des collaborateurs, on a parlé tout à l'heure de besoins de sens, de reconnaissance, de créer du lien, d'être responsable, rendu autonome et d'apprendre. En fait, avec la distance, ces besoins-là, ils ne disparaissent pas et il n'y en a pas de nouveaux qui arrivent. Mais en revanche, ces besoins fondamentaux sont démultipliés par 10, 50, 100. Et donc, en face de ça, il faut être encore plus organisé, encore plus rigoureux dans ses rituels managériaux, encore plus mettre son équipe en priorité dans son agenda que d'habitude. Parce que malheureusement, tous les travers qu'on peut constater en présentiel, comme le micromanagement ou au contraire ce que je peux appeler le sous-management, c'est-à-dire que le manager qui ne sera pas très présent auprès de ses équipes, en fait, avec la distance, tout va être multiplié aussi par 50 ou 100. C'est-à-dire que le micromanager, ce n'est pas la distance qui va l'arrêter. Au contraire, le fait de ne plus voir ses équipes, ça va encore plus le paniquer. Et donc, il va être encore plus le dos sur ses collaborateurs. Il voudra être en copie d'encore plus de mails. Il voudra voir qui est connecté sur le chat à quelle heure. Il va vous appeler dans tous les sens. Il va enchaîner les visios avec ses équipes pour s'assurer qu'elles continuent à travailler. Et à l'inverse, ce que j'appelais tout à l'heure le sous-manager, celui qui a tendance à mettre beaucoup de distance entre lui et son équipe et à être assez peu présent,
avec la distance, il risque de totalement disparaître. Donc, je dirais, voilà, manager à distance, ça reste manager, mais avant tout, il faut être encore plus présent et renforcer, on va dire, son organisation managériale et son dispositif global managérial en tant que manager. Ok. Et sans trop faire le lien avec ton livre et à cette réponse, du coup, comment le management doit s'adapter ou doit évoluer pour une transformation digitale? Alors, c'est vrai qu'au-delà même du digital, le manager dans les années à venir, je pense que voilà, il va devoir, sa principale qualité peut-être ou compétence, ce sera de réussir à s'adapter dans des environnements qui vont de plus en plus se complexifier. Parce que bah, on aura des équipes de plus en plus hybrides, à la fois à distance, à la fois en présentiel. On aura en plus demain des modes, voilà, des outils qui seront mixés effectivement entre de plus en plus de digital aussi et une multiplicité d'outils digitaux aussi. Et donc, je pense que l'une des principales qualités du manager du futur, c'est ça, c'est de réussir c'est quelqu'un qui doit savoir embrasser le changement et pas être un frein au changement, qui doit aimer la nouveauté, l'innovation. Et je pense que c'est comme ça que les entreprises réussiront leur transformation digitale aussi, c'est en ayant des managers qui sont en capacité d'être les premiers ambassadeurs de ces transformations. Donc, pour résumer, la transformation digitale va aller vers bah, l'outil, d'autres outils workplace, des outils collaboratifs, et puis peut-être utiliser des casques à réalité mixte, ce genre de choses. Et donc, chaque individu doit être plus apte à sortir de sa zone de confort. Pour terminer, du coup, euh, tes projets pour la suite, est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, quels sont tes projets finalement? Alors, c'est vrai que ce premier livre sur le management de Dream Team a vraiment confirmé mon goût pour l'écriture. C'est un exercice dans lequel je me suis éclaté. Et donc, bah, clairement, quand je me suis fait mon propre post-mortem autour du livre, bah, en fait, je me suis dit, la conclusion, c'était clairement que je n'avais pas envie d'en arrêter là. Et c'est vrai que quand on parle de management, souvent, on s'adresse aux managers, on leur donne plein de conseils, on leur dit comment faire, comment se tenir, comment, voilà, quoi éviter de faire, etc. Et en fait, on oublie souvent aussi le rôle, encore une fois, que doit avoir le collaborateur dans l'entreprise, dans son équipe et vis-à-vis de son manager. Donc, je trouve qu'on charge beaucoup la barque des managers et on en oublie un peu trop parfois les collaborateurs. Donc, en fait, mon prochain livre sera probablement un livre un peu miroir de Dream Team, là où Dream Team s'adresse vraiment aux managers. Bah, j'imagine ce deuxième livre comme un livre vraiment plutôt à destination des collaborateurs pour, entre autres, leur faire prendre conscience aussi de cette responsabilité qu'ils ont vis-à-vis de leurs collègues, vis-à-vis de leurs managers et vis-à-vis de l'entreprise dans son ensemble. Donc, finalement, développer l'assertivité de part et d'autre. Absolument. En tout cas, on touche à sa fin en fait du podcast. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, je rappelle, hein, n'hésitez pas à aller commander, lire ce livre, Dream Team. Je l'ai fini il y a pas longtemps et j'ai trouvé vraiment très intéressant, vraiment simple à lire. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a eu pas mal de super commentaires. Euh, on attend du coup le deuxième livre et on n'hésitera pas à t'inviter. Lors d'un de nos collabs pour en parler et pour donc du coup faire le lien avec bah, la partie des collaborateurs. Avec grand plaisir. Merci à toi Ludovic.